Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette troisième semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur les dernières provocations des géants de la tech américaine, sur l'absence prolongée d'Ursula von der Leyen, de la fin du rachat des dettes par la BCE et de la baisse de l'immigration illégale dans l'UE en 2024. Dans le club des 27, Zoran Milanovic est réélu président en Croatie. Les congrès ont officialisé les prétendants à la chancellerie en Allemagne, l'OTAN muscle son jeu en mer Baltique et la Bulgarie a enfin un gouvernement. Et chez nos chers voisins, le géant russe Gazprom est contraint à un plan social et la Serbie n'en finit pas de contester l'exécutif. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique. Le revirement de Mark Zuckerberg pose la question de la régulation des réseaux sociaux. L'annonce du 7 janvier par Mark Zuckerberg a fait l'effet d'une bombe. Fini la régulation des contenus par Meta et la collaboration avec les fact-checkers. Bonjour les notes de communauté, comme chez son concurrent X, détenu par Elon Musk. Un revirement brutal qui pose la question de la conformité au Digital Service Act. D'après la commissaire aux technologies et vice-présidente exécutive de la Commission européenne, la finlandaise Ena Virkkunen, ce revirement ne porte pas atteinte à la conformité au DSA par Meta. Mais les ONG européennes spécialistes des médias numériques alertent sur le fait que c'est probablement une première étape pour affaiblir la réglementation européenne. C'est en tout cas le sens du propos de Mark Zuckerberg qui s'en prend frontalement à la législation européenne qu'il qualifie de censure et de quasi-tarif douanier pour toutes les sanctions encourues. Il ne veut plus avoir à modérer les propos haineux et a fait passer la consigne que les insultes à l'égard des populations LGBTQIA+, et les remarques sexistes ne seront plus modérées. Il faut dire que le conflit génère encore plus de revenus publicitaires et que l'arrivée de Trump peut lui servir de levier pour lever les freins législatifs ailleurs. Donald Trump pourrait bien faire entrer ses arguments dans son chantage commercial à l'égard de l'UE et sa menace de surtaxe sur les produits européens importés aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que Meta et X sont sous enquête dans plusieurs dossiers. Pour Meta, on y retrouve des entraves à la concurrence, mais aussi un manque de protection des mineurs. Pour X, c'est pour son manque de transparence. Meta était signataire en 2022 du Code de bonne pratique contre la désinformation pour renforcer la vérification des faits. Il n'est pas clair que Meta poursuive encore son engagement. La Commission européenne tente d'évaluer l'impact des déclarations de Zuckerberg et s'il entend appliquer ces nouvelles règles en Europe. Du côté de chez X, l'échange en direct entre Musk et Alice Weidel, tête de liste de l'AfD pour les élections fédérales, a semble-t-il motivé la Commission à répliquer. Ena Virkkunen a annoncé 3 mesures techniques d'enquête supplémentaires sur le système de recommandation de X, auxquelles X devra répondre avant le 15 février, et X devra conserver toutes les données relatives au système de recommandation. Concernant le DSA, il n'est pas fait mention d'interdiction pure et simple, même si Thierry Breton en avait fait la menace à Elon Musk l'été dernier. Le DSA ne peut suspendre l'activité de la plateforme uniquement le temps que l'entreprise se mette en conformité. Les enquêtes de la Commission sont longues et parfois, la procédure, partagée entre Commission et Cour de justice de l'Union européenne, prennent plus d'une décennie. L'interdiction de TikTok à partir du 19 janvier aux États-Unis donne enfin un précédent clair, même si l'interdiction a été levée dans la journée. Jusque-là, le Brésil avait fait suspendre X sur son territoire le temps que X supprime des comptes de désinformation et nomme un représentant national. Mais l'Union européenne réfléchit à ce sujet. Une option est possible, ce serait celle des sanctions de la part du Conseil de l'Union européenne, comme c'est le cas pour la Russie ou l'Iran. Mais ce serait une première que de telles sanctions s'imposent à un acteur privé seul. Il faudra voir l'ampleur du chantage des États-Unis et à quel point cela pourrait menacer les intérêts nationaux des États membres, pouvant ainsi forcer la Commission à affaiblir l'application du DSA et du DMA. Affaire à suivre. Commission européenne, l'absence remarquée d'Ursula von der Leyen. Mais où était donc passée la présidente de la Commission depuis le Nouvel An ?
Lundi 13 janvier, la question était enfin éclaircie. Vendredi 10 janvier, l'agence de presse allemande dpa annonçait l'hospitalisation d'Ursula von der Leyen dans son fief à Hanovre depuis une semaine. Le jour même, elle postait une photo d'elle dans son bureau à Hanovre, accompagnée d'un Home Sweet Home. La présidente de la commission aurait souffert d'une pneumonie sévère qui n'aurait cependant pas nécessité de soins intensifs. La porte-parole de la commission, Paola Pigno, a dû faire face aux salves de questions des journalistes lors des points presse de la commission. Beaucoup reprochent à la commission d'avoir omis volontairement l'état de santé d'Ursula von der Leyen pendant plusieurs jours. Paola Pigno réaffirme que la commission a communiqué en temps voulu et que désormais elle ne répondrait plus aux questions sur le sujet. Un manque de transparence dérangeant alors que le partenaire américain prépare la cérémonie d'investiture de Donald Trump qui promet du sang et des larmes à ses partenaires européens s'ils ne suivent pas ce qu'il veut. Mais la tactique de la Commission semble être de temporiser et de ne répondre qu'en cas de provocation. Et même, au sein d'une institution démocratique comme la Commission, une absence aussi longue et non justifiée pose question sur le fait que la présidente ait à rendre des comptes. De plus, cela a empêché la première vice-présidente exécutive de la Commission, Teresa Ribera, de la suppléer le temps qu'elle se remette, ce qui est prévu dans les statuts de la Commission. Paola Pigno indiquait qu'Ursula von der Leyen poursuivait ses travaux à distance avec son équipe. Elle a simplement annulé ses déplacements. Teresa Ribera l'a suppléée pour la réunion du collège des commissaires du mercredi 15 janvier. Un exercice solitaire du pouvoir, limité à son cabinet et ses collaborateurs proches, qui confirme ce qu'elle a cherché à faire lors de la nomination des commissaires. Ne pas avoir de forte tête en capacité de contester sa mainmise sur l'exécutif européen. Un épisode qui n'a pas empêché la ville d'Aix-la-Chapelle de lui décerner le prix Charlemagne, mercredi 15 janvier, pour avoir, je cite, personnifié l'Europe et d'avoir été une voix puissante de l'Europe sur la scène mondiale pour sa gestion du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Elle est le troisième président de l'exécutif européen à être récompensé après Roy Jenkins en 1972 et Jacques Delors en 1992. Le prix lui sera remis le 29 mai dans la ville de Charlemagne. Économie. La BCE met fin au rachat de dettes. Le 1er janvier 2025, la Banque centrale européenne mettait fin au rachat de dettes qu'elle avait entamé 10 ans plus tôt. À l'époque, il y avait un risque de déflation et donc un manque d'investissement. En rachetant les dettes, la Commission permettait aux États de réduire les taux d'emprunt. Mario Draghi est passé outre le refus du gouverneur allemand de racheter les dettes des États membres. Entre 2015 et 2022, la BCE a racheté 5 200 milliards d'euros de dettes, un montant colossal. Elle a même détenu près de la moitié des dettes de la zone euro au pic des rachats. Avec le retour de l'inflation en 2022, il a fallu relever les taux. La BCE a ralenti le rachat de dettes en continuant de réinvestir les dettes dites mûres. La fin de rachat des dettes va poser un problème pour les États membres en procédure de déficit excessif, puisque la charge de la dette devrait augmenter les dépenses de l'État. Les investisseurs vont devoir racheter 872 milliards d'euros d'obligations. Mais les investisseurs semblent répondre présents lors des premières émissions obligataires de la France et de l'Italie en 2025. Affaires intérieures, l'immigration clandestine en recul en 2024. D'après Frontex, l'immigration clandestine dans l'UE a atteint son plus bas niveau depuis 2021, avec un peu plus de 239 000 entrées enregistrées. Cela représente une diminution de 38% des franchissements irréguliers de frontières par rapport à 2023. L'Agence européenne de gestion des frontières extérieures de l'UE impute cette baisse aux routes de la Méditerranée centrale et des Balkans occidentaux. Elle impute ces baisses au partenariat avec la Tunisie, l'Égypte et la Libye, à qui l'Union a donné des équipements et conclu des partenariats économiques pour encourager ces pays à lutter contre les passeurs et les tentatives de traversée. Des chiffres qui peuvent aussi être en lien avec l'interdiction italienne de procéder à plusieurs sauvetages à la fois pour les ONG,
menacé de lourdes amendes et de confiscation du navire, ce qui a conduit à de nombreuses morts en mer. Pour les Balkans occidentaux, ce seraient notamment les relations avec la Serbie qui auraient permis cette baisse, mais aussi la violence croissante des passeurs qui rebuteraient les candidats à l'entrée dans l'UE. Mais ces baisses correspondent aussi au transfert vers d'autres zones. Les îles Canaries connaissent une hausse de 18% d'arrivées clandestines et les passages ont été multipliés par 3 à la frontière entre Pologne et Biélorussie. Le fait que la Commission européenne autorise temporairement la Pologne à suspendre le droit d'asile pour les demandeurs instrumentalisés par la Biélorussie, la Commission a aussi rappelé à la Pologne son obligation d'avoir une réponse juste et proportionnée en évitant le refoulement. Passons désormais au club des 27. Croatie, Zoran Milanovic réélu sans surprise. Je vous en parlais il y a 2 semaines, et comme c'était prévu, Zoran Milanovic remporte l'élection présidentielle. Au premier tour, il avait échoué de peu à être élu, avec un score de 49,11% des voix. Il semblait inévitable qu'il se succède à lui-même. Il obtient 74% des voix face à son adversaire du HDZ, Dragan Primorac. Trublion populiste qui ne cesse de critiquer la bureaucratie autocratique bruxelloise, Zoran Milanovic est un phénomène insaisissable. Très critique à l'égard de Bruxelles, il s'est dit choqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais ne veut pas que son armée soit impliquée dans la formation de militaires ukrainiens et critique l'aide à l'Ukraine fournie par le gouvernement. Il refuse qu'on lui colle l'étiquette de pro-russe. Il profite des nombreux scandales de corruption du HDZ, pourtant grand vainqueur des élections législatives au printemps dernier. Pour rappel, le rôle du président croate est essentiellement d'assurer la continuité des institutions et d'être le chef des armées et de la diplomatie du pays en coopération avec le gouvernement. Il représente la Croatie dans plusieurs organisations internationales. Allemagne, congrès, scandale et économie allemande en Berne. Le week-end des 11 et 12 janvier était le week-end des congrès des partis. On sait désormais officiellement qu'Olaf Scholz pour le SPD, Alice Weidel pour l'AfD, Sarah Wagenknecht pour l'alliance Sarah Wagenknecht et Robert Habeck pour les Verts sont les candidats officiels pour leur parti à la chancellerie. Pour le congrès d'Olaf Scholz, aucun enthousiasme n'a été suscité. Euractiv dit même qu'il a procédé à son propre éloge funèbre. Les seuls moments où il a été acclamé, c'est lorsqu'il a déclaré qu'il aurait dû temporiser lors des querelles au sein de la coalition et qu'il aurait dû mettre fin à la coalition plus tôt. Un congrès pas franchement réussi, puis dans la semaine, il a annoncé renoncer à l'élargissement de l'aide à l'Ukraine. L'Allemagne contribue à hauteur de 4 milliards d'euros. Il souhaitait mettre 3 milliards de plus. C'est ce qui avait causé la fin de la coalition et le départ des libéraux au mois de novembre. Il renonce en justifiant sa décision en ne voulant pas sacrifier les fonds destinés aux retraites ou aux municipalités. De son côté, Friedrich Merz a même reçu les soutiens de plusieurs membres éminents du PPE qui se sont déplacés au siège de la CDU, parmi eux les premiers ministres grecs et suédois, Kyriakos Mitsotakis et Ulf Kristersson. Cette semaine, il a déclaré ne pas croire dans l'acier vert lors d'une conférence de comité d'entreprise à Bochum. Une déclaration qui a choqué les syndicats de l'industrie sidérurgique qui ont déjà entamé la transition vers l'acier vert, produit grâce à de l'hydrogène et plus grâce au charbon. Le dernier gouvernement a investi 7 milliards d'euros pour que l'industrie se convertisse et a investi massivement pour la construction d'un réseau central d'hydrogène. Des investissements qui n'ont pas empêché le géant du secteur, ThyssenKrupp, d'annoncer la suppression de 5000 emplois et la vente d'une entreprise employant 6000 salariés. La concurrence chinoise et le prix de l'acier vert pourraient bien donner raison à Friedrich Merz, puisque l'acier vert est considéré comme peu compétitif. Il faudrait une législation européenne pour soutenir l'acier vert, surtout que l'Union a mis comme objectif d'obtenir la neutralité carbone dans l'industrie en 2039.
Pour l'AfD, le congrès s'est tenu à Riesa, en Saxe, avec 2 heures de retard, la salle étant bloquée par des manifestants antifascistes. Une investiture qui a eu lieu avec un vote devant l'ensemble de la convention. Si un des délégués voulait voter contre, il devait se lever devant l'audience, lui faisant risquer une humiliation publique. Un congrès qui a révélé la déconnexion entre Weidel et sa base, qui s'est écharpée sur le programme. Les plus radicaux veulent l'interdiction totale de l'avortement, alors que d'autres voient le sujet comme trop clivant pour les électeurs traditionnels. Mais dans son discours, Weidel veut combattre la transition écologique, elle a mentionné la remigration, un programme si libéral, elle a assumé un programme si libéral économiquement qu'elle accuse Merz de copier sur elle. Son parti, habitué des provocations, a procédé à une distribution de tracts dans les boîtes aux lettres du côté de Karlsruhe, représentant des billets d'avion, un aller simple en classe éco, de remigration, embarquement porte AFD, le 23 février, de 8h à 18h, jour et heure du vote. Le parquet a ouvert une enquête pour soupçon d'incitation à la haine. Dans l'alliance Sarah Wagenknecht, la dynamique semble s'essouffler. Alors que le parti est parvenu à entrer au Parlement européen et à participer à 2 exécutifs régionaux à l'Est, une fronde interne se plaint de la rigidité du parti et de la concentration des pouvoirs au sein de la direction. Un positionnement de gauche conservatrice qui s'aligne sur l'extrême droite sur certains sujets, notamment sur le soutien à la Russie et sur la lutte contre la transition écologique, ce qui ne rend pas le parti très attirant pour les partisans du SPD. Pour l'instant, l'alliance Sarah Wagenknecht n'est pas assurée de rentrer au Bundestag, puisqu'elle navigue à vue proche des 5%. En ce qui concerne l'économie du pays, les chiffres ne sont pas bons. L'économie allemande confirme sa récession de 2023 avec moins 0,2% en 2024. La faute à une industrie qui tousse et qui n'arrive plus à exporter. Les grands plans sociaux des grandes industries cachent l'énorme gouffre qui se présente devant les PME et TPE allemandes, dont 364, qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, ont déposé le bilan en 2024. Si le taux de chômage allemand reste le plus bas d'Europe avec 6%, les projections indiquent que 3 millions de personnes pourraient se retrouver sans emploi cette année. Le PIB n'a progressé que de 0,3% depuis 2019 et les dépenses de l'État sont passées de 45 à 49,3% sur la même période. Des chiffres qui vont continuer d'alimenter les débats outre-Rhin lors des prochaines semaines. OTAN, une flotte dans la Baltique pour lutter contre la flotte fantôme russe. Après les ruptures de câbles suspectes dans la mer Baltique, l'OTAN se devait de réagir. La dernière en date a eu lieu le 25 décembre avec le câble Estlink 2 entre la Finlande et l'Estonie. Le navire sous bannière des îles Cook, l'Eagle S, a été interpellé et escorté jusqu'aux côtes finlandaises pour interrogatoire et fouilles. Mardi 14 janvier, les chefs d'État et de gouvernement du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de l'Allemagne se sont réunis à Helsinki pour annoncer un nouveau dispositif de lutte contre la flotte fantôme en mer Baltique. C'était donc l'occasion de présenter l'opération Sentinelle, qui sera composée de frégates, d'avions de patrouille maritimes et d'une petite flotte de drones navals. L'opération sera complétée par la Joint Expeditionary Force, emmenée par le Royaume-Uni, composée des États scandinaves et baltes de la mer Baltique, avec les Pays-Bas, reposant sur une surveillance basée sur l'intelligence artificielle. Tous ces dispositifs devraient permettre une surveillance accrue des infrastructures stratégiques en mer Baltique. L'OTAN recommande aux États baltes de diversifier leurs sources d'énergie et d'investir plus dans leur sécurité. Ils ont d'ailleurs annoncé se déconnecter du réseau électrique russe ce printemps. Cette semaine, le secrétaire général de l'OTAN s'est aussi fendu d'une déclaration en demandant aux États membres de réduire leurs prestations sociales au profit de la défense. Ce discours de la rigueur, il le tenait déjà en tant que Premier ministre des Pays-Bas, alors qu'il trouvait ses partenaires
trop dépensier. Il justifie sa remarque en disant que dans le contexte actuel, il est impossible de lever plus d'impôts et que cela nécessite donc des économies. Il relève le fait que les États membres dépensent en moyenne un quart de leur revenu national brut dans les dépenses sociales, comme les retraites, la santé et la sécurité sociale. Il suffirait de quelques économies selon lui pour augmenter ses dépenses de défense. Pour rappel, il avait déclaré il y a quelques semaines que les États membres devaient investir 4% de leur PIB par an pour s'assurer de pouvoir contrer une éventuelle offensive russe. Le sujet du financement de l'OTAN sera débattu à Limon, en Belgique, le 3 février. Bulgarie, accord pour un gouvernement de plein exercice. Depuis 2021, la Bulgarie a connu pas moins de 7 élections et était sous la menace de nouvelles élections au printemps. Alors que les négociations entre le Parti des citoyens pour le développement européen de la Bulgarie, le GERB, et le parti Nous continuons le changement, Bulgarie démocratique, le PPDB, n'avançaient pas depuis 2 mois, le veto du PPDB à l'égard de la nomination de Rosen Geliaskov, proche de l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, en tant que Premier ministre, a mené les négociations dans l'impasse. Boyko Borisov est au cœur des accusations de corruption. Des accusations de corruption qui ont mené à des manifestations en 2020 et à son départ en 2021, alors qu'il était en poste depuis 2009. Mais le GERB restait incontournable, et c'est de là que vient l'instabilité. Vendredi 10 janvier donc, le GERB annonce la fin des négociations avec le PPDB. Durant le week-end, le Parti socialiste bulgare, héritier du Parti communiste bulgare, qui n'était qu'une antenne à Sofia du Parti communiste de l'Union soviétique, s'est déclaré prêt à faire partie de la coalition gouvernementale. Le Parti socialiste bulgare est toujours pro-russe et est même soupçonné par les services secrets bulgares d'avoir facilité les affaires de la mission diplomatique russe en Bulgarie. Un de leurs députés a rencontré l'ancien président russe et désormais membre du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, à l'automne dernier. Ils ont toujours combattu l'envoi d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Mercredi 15 janvier, l'accord est annoncé entre 4 partis. Le GERB, le Parti socialiste bulgare, le Parti populiste Il y a un tel peuple et le Parti des Turcs de Bulgarie, le MRF d'Ahmed Dogan. Le Premier ministre sera Rosen Geliaskov du GERB. Le GERB récupère 11 ministères alors que le Parti socialiste en obtient 4, autant que le parti Il y a un tel peuple. Cette coalition est censée durer 4 ans, mais vu la stabilité qu'ont eu les derniers gouvernements, il est permis d'en douter. Les priorités de ce nouveau gouvernement seront de faire voter en urgence un budget pour l'année 2025 qui doit permettre de récupérer les fonds européens du fonds de relance post-Covid, Next Generation EU, dont l'échéance arrive en 2026, mais l'autre priorité est de stabiliser les prix et de limiter l'inflation pour pouvoir entrer dans la zone euro en 2026. 2 priorités qui vont à l'encontre même des aspirations des 2 partenaires du GERB. C'est à peu près certain que je reparlerai prochainement de la Bulgarie. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Russie. Gazprom dans la tourmente après la fin du transit de gaz par l'Ukraine. On nous répète à l'envi que la Russie ne souffre pas des sanctions occidentales. Outre une inflation proche des 10% et des taux d'intérêt près de 20%, c'est un monument économique russe qui concède sa vulnérabilité. Lundi 13 janvier, le géant du gaz russe Gazprom annonce ses difficultés financières. L'entreprise envisage la réduction de 40% de ses effectifs au siège à Saint-Pétersbourg, seulement 2 semaines après la fin du transit de gaz russe par l'Ukraine. Dans une lettre de la vice-présidente du conseil d'administration, Elena Iliorina, destinée au PDG Alexei Miller, elle propose de licencier 1600 personnes pour passer de 4100 employés à 2500. Le porte-parole de Gazprom ne conteste pas la lettre sans donner plus de précision. Une décision qui s'explique déjà par les pertes colossales de 2023, année durant laquelle Gazprom
avait perdu pas moins de 7 milliards d'euros. La fin du transit via l'Ukraine devrait lui coûter 5 milliards d'euros par an, ce qui représente 6% de son chiffre d'affaires annuel. Un manque à gagner colossal pour le seul opérateur de gaz russe à l'export. Une perspective qui ne devrait que s'assombrir, puisque l'Union européenne a annoncé que l'UE n'aurait plus d'énergie fossile russe d'ici 2027. Les sanctions qui pèsent sur Gazprom Bank pèsent aussi sur Gazprom. Aussi, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions à l'égard de Gazprom Neft, son opérateur pétrolier. Serbie. Les manifestations contre le gouvernement continuent. Début novembre, le toit tout juste rénové de la gare de Novi Sad, au nord du pays, s'effondrait, faisant 15 victimes, dont des enfants. Des manifestations ont eu lieu à Novi Sad avant de se généraliser dans tout le pays à partir du mois de décembre. Dimanche 12 janvier, les manifestations ne semblaient pas ralentir. Ils étaient des milliers à défiler contre la corruption des pouvoirs publics et pour la justice dans ce dossier. Des manifestations très populaires puisque 60% des Serbes les soutiennent. Ces manifestations suscitent de plus en plus d'espoir chez les Serbes qui défilent, tant l'adhésion au mouvement semble croître de jour en jour. Mais cette adhésion, elle suscite aussi la colère du gouvernement en place et de ses soutiens. Alors que les étudiants défilaient à Belgrade jeudi 16 janvier, une étudiante a été renversée par une voiture à un carrefour. L'auteur a été interpellé et sera poursuivie pour tentative d'homicide volontaire. Elle a été emmenée à l'hôpital dans un état grave. Les manifestants reprochent au parti au pouvoir, le parti progressiste serbe du président Vučić, d'inciter les provocateurs et les casseurs de grève à passer à l'action. Et le fait d'attenter à la vie d'une manifestante a eu l'effet inverse de celui attendu. Les étudiants ont appelé à une grève générale dès jeudi soir. Dimanche 19 janvier, les avocats ont annoncé se mettre en grève lundi 20 janvier pour une durée de 7 jours. Les enseignants devraient suivre, ainsi que les députés d'opposition. La Serbie est peut-être à un tournant de son histoire moderne. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 3e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30 sur Europe Hebdo.